Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Mes chers amis, maintenant nous allons entendre Daniel Gélan sur le 95 de FM, radio Ici Maintenant. Nous sommes en voyage, comme vous savez, voyage dans les archives de la radio Ici et Maintenant. Oui, je suis très ravi de recevoir M. Daniel Gélan, grand acteur international. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait venir. Monsieur Daniel Gélan, comme la première question, à votre avis, pour vous, le cinéma représente quoi? Bien écoutez, c'est d'abord mon gagne-pain, mais c'était tout à fait au départ la façon de, si vous voulez, de pouvoir communiquer, d'interpréter d'abord des bons textes, et de communiquer. J'ai commencé par le théâtre, mais très vite le cinéma s'est emparé de moi. Si vous voulez, c'est une façon d'incarner des personnages qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas, et de participer à une espèce de distraction, de réflexion en commun avec le public, quel qu'il soit. Et lorsque je tourne une scène, même simplement en présence des techniciens dans un studio, j'imagine immédiatement, j'ai la force d'imagination suffisante pour imaginer les gens qui, chez eux, devant leur écran de télévision, ou le public dans une salle, va me voir dans 2 ou 3 mois après la fin du film, et j'établis avec ces gens-là d'avance une espèce d'entente, de dialogue, de communication, et même, je dirais plus de communion. Je sais que mon métier est de distraire, de surprendre, de les intéresser et de les arracher, si vous voulez, plus ou moins à leurs soucis quotidiens, politiques, etc., de toutes sortes. Et Dieu, si en ce moment la pauvre humanité en a besoin. Si vous voulez, je peux considérer même que ce métier d'amuseur, ce métier de comédien, je le considère un peu comme une sorte de véritable sacerdoce. Ce n'est pas l'argent qui me fait circuler, c'est pas l'argent, c'est le besoin de communier, de faire part de mes dons d'amuseur, d'humoriste, de mettre en ébullition ma sensibilité, mon imaginaire, mon naturel, mon amour de la vie, mon amour des enfants, des femmes, de le mettre en état suffisamment sensible de façon à ce qu'il puisse nourrir mes personnages et être de plus en plus efficace sur l'imaginaire également du public. Voilà, c'est une forme de vocation que j'ai depuis très très longtemps et que je développe le plus souvent, le plus rarement possible. Monsieur Daniel Gélan, vous venez de nous dire que vous avez commencé par le théâtre. Alors, le théâtre, vous pouvez nous dire quelle année et quelle était la première pièce que vous avez jouée? Eh bien, écoutez, c'était juste avant la guerre. J'étais parti de ma ville de Saint-Malo pour aller faire du théâtre et du cinéma, bien entendu. Mais c'est par Jouvet, dont je suis devenu l'élève au conservatoire, après avoir vu d'ailleurs un film sur lui, et dans lequel il jouait son propre personnage, c'est-à-dire le professeur de diction du Conservatoire national de Paris. Et finalement, je suis rentré dans sa classe. Et par Jouvet, j'ai appris les choses que j'ignorais un peu, si vous voulez, dans ma petite ville de province, où le théâtre à cette époque-là, ça a changé depuis, le théâtre à cette époque-là était pratiquement inconnu. Quelle ville? Et alors, à Paris, j'ai appris à connaître le théâtre. Alors, bon, je suis rentré également dans un cours de diction, encore Simon, où il y avait comme élèves, mes compagnons, c'était, si vous voulez, la bande du Flore, ce qu'on appelait la bande du Flore, c'est-à-dire Simone Signoret, Maria Cazares, Gérard Philippe, etc., etc. On travaillait, non seulement on travaillait dans les locaux du cours, mais on travaillait dans nos mansardes, pas chauffées d'ailleurs, puisque c'était l'occupation, et on apprenait à se rendre le meilleur possible. Et ça a été aussi, j'ai débuté à ce moment-là dans une pièce d'un jeune auteur qui s'appelait Henri-Georges Clouzot,
dans un théâtre qui s'appelait le théâtre du Grand Guignol. C'était une tradition où on représentait des pièces en un acte assez terrifiantes, des pièces d'horreur, et en même temps, pour reposer le public de l'horreur, de la crainte, de la frayeur que leur avait provoqué, on jouait aussi également des pièces dites roses, de divertissement, charmantes, drôles quelquefois. Et Henri-Georges Clouzot, qui était un jeune auteur qui débutait, a écrit une pièce à 4 personnages, dans laquelle je faisais le jeune homme qui louait une chambre. Et j'étais heureusement mis en scène à ce moment-là par celui qu'on considérait comme l'un des premiers en France, comme point de vue théâtral et cinéma, c'était Pierre Freinet. J'ai été, si vous voulez, le poulain, le protégé de Pierre Freinet, et de lui j'ai appris des choses dont j'essaie de me souvenir et de prouver encore. Alors après, ça a été, après le conservatoire, je suis rentré dans un théâtre, s'appelle le Théâtre des Mathurin. J'ai joué avec Maria Cazares, Jean-Marc Thibault, et des tas d'autres comédiens, Michel Auclair. Là, j'ai joué des tas de pièces, et puis j'ai joué du Molière dans les matinées classiques, le jeudi après-midi, le samedi après-midi. Et puis après, ça a été les grands rôles. J'ai repris Huis clos de Sartre, après le créateur Michel Vitold. Je l'ai joué, finalement, dans ma vie, je l'ai joué plus de 1000 fois, un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Et puis, j'ai commencé à faire du cinéma. Bon, les films intéressants, ça a été Rendez-vous de juillet, qui était, après la guerre, le premier film qu'on faisait sur les jeunes étudiants, les jeunes en général. Et puis après, c'était La Ronde de Schnitzer, de Max Ophuls. Et après, toute une série de films plus ou moins réussis. Mais avec toujours derrière des personnages très pathétiques, très dramatiques, suicidaires même. Mais j'alternais en même temps avec des personnages de fantaisie. J'étais capable, par exemple, de faire La Neige des Salles d'après le roman de Siménon. Mais je faisais également Les Mains sales de Sartre, également au cinéma, avec d'ailleurs Pierre Brasseur. Mais j'étais capable de faire aussi des jeunes fantaisistes heureux, détendus, pas du tout tourmentés, comme par exemple Adorable créature, et surtout Édouard et Caroline, toujours de Jacques Becker, qui était à mon avis le meilleur metteur en scène de cette époque. Ça a été les premières années heureuses. C'est-à-dire, M. Daniel Gélan, votre premier film, c'était Rendez-vous de janvier? Rendez-vous de juillet. De juillet, c'était votre premier film? Non, je vais commencer par des petits rôles par-ci, par-là, mais c'est de Rendez-vous de juillet qu'on m'a fait confiance en me donnant vraiment le rôle principal. C'est-à-dire, M. Daniel Gélan, comment avez-vous abordé le cinéma pour la première fois en tant qu'acteur, c'est-à-dire première entrée dans le cinéma? Oh, ça a été pratiquement de la figuration. On continue là? Ça a été pratiquement de la figuration, vous savez, pour manger, parce que c'était l'occupation, soupe populaire, etc. Comme tous les jeunes comédiens, je faisais de la figuration. Mais après la figuration, il y avait un rôle de 2 ou 3 phrases, après un rôle de 4, 5 phrases, et ça aboutit finalement. Mais il y a eu quand même ce qu'on appelle 7 ans de grandes difficultés. Je vivais à l'époque avec une jeune étudiante, comédienne, qui était très belle et très talentueuse et qui s'est révélée être plus tard Simone Signoret. Mais je veux dire, nous avions un imperméable pour deux, on se cultivait nous-mêmes, on fréquentait la bande après-vert, mais ça a été des années à la fois difficiles et très enrichissantes. Alors vous-même, un grand acteur, bien sûr, vous avez joué avec plusieurs d'autres grands acteurs français. Quel est le souvenir qui reste, M. Daniel Gélan? Surtout que je crois qu'avec Jean Gabon, vous étiez très liés. Et vous avez joué le rôle de son petite fille. Dans lequel film c'était? Je ne vois pas du tout de quel film vous voulez parler. Vous voulez parler d'un film avec quel acteur? Jean Gabin. Ah, Jean Gabin. Oh, bah, ça a été beaucoup plus tard, ça. C'était quelle année environ? J'ai eu auparavant la chance de tourner avec celui qui avait été mon premier professeur au conservatoire, qui était Louis Jouvet, qui en même temps que sa fonction de directeur du théâtre de l'Athénée, et qui avait créé tout Jean Giraudoux, j'avais la chance que Louis Jouvet, quand il est rentré d'Amérique du Sud pendant l'occupation, il a repris sa place au théâtre, et il a recommencé à tourner. À l'époque, les subventions n'existaient pas pour le théâtre. Si bien que Jouvet, avec les cachets qu'il obtenait au cinéma, pouvait monter de beaux décors et nous payer convenablement dans son théâtre. Et j'ai eu la chance
de tourner avec lui comme partenaire dans son dernier film. Ça a été pour moi très émouvant. J'ai eu également la chance d'avoir comme partenaire, par exemple, Pierre Franet, qui lui aussi m'avait beaucoup appris. Et j'ai eu la chance également de travailler avec Jean Gabin, qui, lorsque j'étais simplement spectateur de cinéma, était pour moi une sorte de modèle en tous les cas de vérité, de puissance et de naturel. Et j'ai eu la chance de faire son premier fils. Son premier fils, je joue le rôle d'un jeune avocat, lui faisait un gangster qui était sorti qui s'était un petit peu rangé des voitures. Ce film s'appelait Miroir, et c'est là que nous sommes devenus amis et que nous avons continué à l'être jusqu'à la fin. J'ai eu la chance d'avoir comme partenaire les plus grands comédiens, et il faut dire aussi les plus grandes comédiennes françaises. C'est vrai, de Simon Signoret, Jean Gabin. Monsieur Daniel Gélan, pensez-vous que les artistes ont une sensibilité plus développée que les autres personnes? Nous sommes plus impudiques d'abord. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus sensibles que les autres, mais c'est notre capital d'être sensible. Un comédien ne peut jamais être indifférent. Il doit être comme une plaque sensible à tous les événements politiques, les événements économiques également, et puis les états intérieurs, la religion, tous les tourments qui encerclent l'esprit d'un homme. Nous les recevons peut-être un peu plus fort parce que nous sommes obligés, nous, d'avoir l'impudeur de les reproduire dans nos rôles. Il est vrai que lorsque nous sommes comédiens, quel que soit notre âge, on reçoit des ondes, on reçoit à la lecture du journal. Moi, je suis beaucoup plus sensibilisé que n'importe quel citoyen, parce que c'est d'abord parce que c'est ma nature, parce que je suis fait comme ça, et que le capital d'un comédien, avant tout, c'est d'être sensible, mais sensible non seulement vers le désespoir, vers le tourment, vers le chagrin, vers la colère, vers la révolte, mais en même temps vers l'humour. Vers l'humour, c'est par conséquent, à longueur de journée, j'engrange et j'essaie de protéger cette chose, cet état de sensibilité extrême dont je me sers dans mes rôles. Il est évident que quelque part les comédiens sont, sinon plus sensibles que le commun des mortels, mais en tous les cas plus impudiques. C'est vrai, j'ai posé cette question parce que ce matin, dès que vous m'avez donné votre journal Libération à lire, la page que vous étiez en train de lire, il parlait de la personne qui avait dit qu'il avait tué 1000 personnes. C'est vrai, c'est pour ça que les artistes, comme on voit, ils sont plus sensibles. Forcément, cette guerre de Bosnie a été quelque chose qui est une honte pour l'humanité. Toutes les guerres sont des hontes pour l'humanité. Je pensais, moi qui suis très ami avec des hommes de science et de philosophie, je n'arrive pas à comprendre comment le genre humain est encore capable d'antagonisme pour des raisons de puissance, de volonté de pouvoir, de religion la plupart du temps. Nous traversons une époque un petit peu délicate, difficile, où les hommes n'ont pas compris qu'ils étaient venus sur Terre pour s'entendre, pour s'aimer et pour se le prouver. Et ça, je suis toujours très très choqué par cette espèce d'antagonisme. La plupart du temps, d'ailleurs, cet antagonisme, cette espèce de haine des gens les uns contre les autres, la plupart du temps, est manipulé par des hommes dits de religion, mais surtout de pouvoir, et dont la présence et la façon de faire est une tare par l'humanité. Quelquefois de très grands esprits, mais qui ont transformé ce goût du pouvoir en goût de la cruauté. Je suis toujours très étonné de penser qu'il y a encore des hommes à notre époque, avec tous les moyens de communication que nous avons, aussi bien celui que j'emploie en ce moment dans le micro, que celui qui est employé à la télévision, que les hommes n'arrivent pas à s'entendre, que plus ça va, plus les gens ne pensent une seule chose, c'est de chercher où est l'ennemi et où est l'homme à haïr et la femme à haïr, alors que ces moyens de communication devront nous aider au contraire à nous comprendre et au contraire à abolir tous ces antagonismes. Monsieur Daniel Gélan, que pensez-vous des artistes qui laissent on peut dire, second plan l'expression de leurs sentiments par rapport à une rentabilité, on peut dire, commerciale? Chacun mène sa carrière comme il l'entend. Il est évident que nous avons besoin d'argent, mais moi ça n'a jamais été mon but principal.
Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai été ce qu'on appelle une vedette commerciale, c'est-à-dire que mon nom était affiché et puis associé à des recettes commerciales, mais c'était pas du tout mon but. Mon but était de faire mon art, puisque c'est quand même un art. Et je n'ai jamais été obsédé par les grands cachets, les grandes... Vous savez, quelquefois, à force de vouloir rester le premier, on accepte des choses qui sont un peu dégradantes, on fait des concessions à la qualité, quelquefois. Et ben, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Et s'il y a des gens qui ont choisi ce métier-là pour faire fortune et pour être des hommes de pouvoir, de puissance et de gloire, ce n'est pas du tout mon cas. Ça les regarde. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait le tour de la question depuis longtemps. Et j'ai toujours, de toute façon, même quand j'étais jeune et quand ça marchait très fort, j'ai toujours eu la tête froide, le cœur chaud mais la tête froide, et je n'ai jamais été victime de choses un petit peu superficielles qui s'appellent le commerce, l'argent, les propriétés, les grands biens. Par exemple, je n'ai jamais eu l'idée même de placer de l'argent en Suisse, par exemple. C'est une chose qui ne me viendra pas à l'esprit. Ça, je trouve ça. Je connais des camarades qui ont de l'argent en Suisse. Et moi, j'estime que l'argent, il est fait pour rouler et qu'il doit, par conséquent, circuler au moins en Europe, de façon à ce que les affaires se fassent, etc. J'ai été formé par ma famille, peut-être par ma religion, pour être ce qu'on appelle un partageux. C'est-à-dire ce qu'on appelle il y a un autre mot pour partager, c'est le chrétien, c'est le catholique, c'est aussi l'homme de bonne volonté. Et moi, je n'ai jamais été obsédé par les gros cachets, les grands titres en néon de gloire. Je suis resté quelqu'un de très très simple et de très disponible. C'est beaucoup plus facile à porter finalement. C'est exact ce qu'on voit dans votre, on peut dire, bilan de plusieurs années d'artiste et d'acteur. Monsieur Daniel Gélan, à part être acteur, écrivain et poète, qu'est-ce que vous aurez voulu être? J'aurais voulu, à un moment donné, j'avais pensé, comme j'aime les voyages et que je suis toujours très intéressé par les autres, par les gens, j'aurais aimé être, si vous voulez, un journaliste, mais un journaliste comme il n'existe plus maintenant, puisque c'est l'image qui a pris le dessus. J'aurais voulu être un journaliste voyageur. J'aurais voulu avoir le destin de Joseph Kessel, d'Albert Londres, c'est-à-dire de faire des reportages dans le monde entier. Le monde entier, toute la planète m'intéresse, et j'aurais voulu aller sur place. Je l'ai fait quelquefois, j'ai réussi à faire des voyages absolument formidables depuis partout, quelquefois par le véhicule de mon travail, par le cinéma. J'ai visité l'Asie, j'ai visité l'Amérique du Sud, j'ai visité l'Amérique du Nord, je suis allé dans les pays nordiques, je connais bien l'Afrique noire, je vais dans les îles très souvent, mais mon voyage le plus intéressant, et qui n'avait rien à voir avec mon métier, a été quand même une expédition auquel j'ai participé avec mon fils et mon petit-fils, en Amazonie, au cœur même du Mato Grosso, au centre même du Brésil, dans la province de Xingu, nous avons réussi à faire protéger, chez les Indiens Kayapo, chez lesquels j'ai vécu pendant 3 semaines, une vie vraiment tout à fait précaire, archaïque, mais plein d'une noblesse et d'une façon qui encore maintenant de ma vie quotidienne me sert absolument d'exemple, quoi. Là, ça a été vraiment un voyage initiatique pour moi. Ça n'a pas été du tourisme, c'était le contraire. J'ai appris de la façon de vivre de ces gens-là, qui ne vivent que de forêts, qui n'ont pas d'armes, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent ni l'argent, ni par conséquent les méfaits de l'argent, qui ne connaissent pas la jalousie, qui ne connaissent pas l'orgueil, qui ne connaissent pas le culte que nous avons du pouvoir et de l'égoïsme. Ce sont des gens à l'état pur, comme nous l'avons été probablement en des temps très anciens. C'est la modernité qui m'a permis, en avion très perfectionné, d'aller vivre ces gens-là, et j'ai retenu une grande leçon de dignité, de chaleur et d'intelligence. Ces gens font un dialogue avec la forêt assez dangereuse, et il y a un dialogue, ils ont en plus une vie spirituelle beaucoup plus intéressante que la nôtre. Ils n'ont ni grand prêtre, ni ayatollah, ni rabbin, ni évêque. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est l'homme le meilleur de la tribu qui a des rapports, des contacts avec les esprits, bons ou mauvais, ni par certaines incantations, certaines façons de faire.
il jugule les mauvais esprits, un peu comme nous, dans nos grands livres, nous congédions, nous combattons le diable, si vous voulez. Mais eux, ils le font d'une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sensible et beaucoup plus efficace. Alors, c'est-à-dire, par rapport aux voyages que vous avez faits, c'est la forêt qui ça vous intéresse plus, monsieur? Non seulement la forêt, mais surtout l'homme de la forêt. C'était le dialogue qu'ils ont réussi à établir avec les animaux de la forêt et avec l'eau, avec le bois de la forêt, qu'ils essaient de protéger contre les envahissements des marchands de bois précieux, qui d'ailleurs, pour avoir quelques grammes de bois précieux, sont capables de démolir une forêt entière. Il est évident que malgré tous les efforts que certains blancs généreux font pour protéger cette forêt amazonienne, elle est condamnée à court terme même à périr. Encore en ce moment, il y a des hectares de forêt amazonienne qui sont en train de brûler, comme un peu partout d'ailleurs. Et si ça se trouve, on va se diriger vers une forme de sécheresse qui peut être très très maléfique pour la terre entière. Exact. On va faire un petit retour vers le cinéma. Monsieur Daniel Gélan, est-ce que vous allez au cinéma? Oui, je vais au cinéma, moins qu'autrefois évidemment, mais je vais au cinéma. J'aime moins le cinéma français actuel que celui de mon temps. C'est peut-être parce que j'ai changé, mais je trouve que le cinéma français actuel est un petit peu nombrilique. Il raconte un peu trop ces histoires, je parle du très très jeune cinéma, leurs histoires entre eux, de petits qui ont des troubles de la jeunesse, presque, je dirais presque de la puberté, qui, je suis désolé, n'arrivent pas à nous intéresser. Ils sont tellement dans leur clan, dans leur nombrilisme, qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur quartier, presque. Alors que le monde est vaste, le monde est beau, le monde est merveilleux, et ils semblent l'ignorer. Je pense que c'est une crise, c'est à la fois la crise de leur adolescence et la crise qu'ils auront en général, mais j'espère qu'un jour ils s'ouvriront les yeux sur le monde et qu'ils iront voir un peu ce qui se passe. Il y a des choses merveilleuses dans le monde entier, dans tous les continents, dans tous les pays, et je trouve que c'est dommage de rester chez soi, se raconter ses problèmes sexuels ou sensuels ou politiques. Et tout ça, c'est une petite dimension. Le monde est tellement beau qu'il faut aller voir ce qui s'y passe et voir comment les hommes s'y conduisent. C'est un défaut du cinéma, très jeune cinéma français en ce moment, que je trouve, pour dire, un peu casanier, si vous voulez. Il n'a pas ses pantoufles à la maison, mais presque, quoi. Tout ça se passe dans le même quartier, entre gens de même âge, de même conditions. C'est pas très exaltant, quoi. Alors, ça, c'est, à votre avis, monsieur Daniel Gélan, pourquoi selon vous, alors, la technologie du cinéma français a été stoppée depuis déjà plusieurs années? Pourquoi? Il faut bien le dire, tout simplement parce que pour faire les films dont je parle, avec des choses qui font vraiment rêver, autre que le petit quartier, autre que les choses nombriliques, il faut voyager. Il faut voyager et aller voir les autres pays, et ça coûte cher. Et ça, ce sont les Américains qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui d'ailleurs possèdent le marché mondial, qui nous empêche, qui nous bride. Il ne faut pas oublier de dire que les films français ne sortent pas en Amérique, ou d'une façon si parcimonieuse que c'est comme s'il n'y en avait pas. Ça vient de cette espèce de trop grande propagande et pouvoir économique du cinéma américain. En plus, ils font un très bon cinéma de divertissement, beaucoup trop violent pour mon goût, mais ça c'est une mode aussi qui va passer. Mais c'est vrai que quand on va voir un film américain, on en a pour son argent. Et ça, c'est ce qui nous manque. Mais il nous manque aussi peut-être un petit peu aussi d'imagination. Mais ça, c'est un passage. Autrefois, on faisait des films intéressants en France, il n'y a pas de raison que parmi ces jeunes, même en ce moment, il n'y en ait pas un qui se réveille et qui ait envie de voir ailleurs ce qui s'y passe pour nous le raconter. Mais ça, je pense que c'est une crise. Il se passe beaucoup de choses, même en Europe. On essaie de créer l'Europe et on s'aperçoit que les jeunes Européens ne sont pas curieux les uns des autres. Et ça, moi qui voyage beaucoup, qui vais un petit peu partout dans le monde, et je me sens profondément, mais même d'une façon nationale, presque européenne. Je suis plus européen que français.
Et je pense que c'est l'avenir, c'est le seul moyen qu'on ait d'abord de se sortir de la prépondérance du cinéma et du commerce américain ou asiatique. Et si on ne fait pas l'Europe, on va rester des villageois, des petits villageois de la planète. Monsieur Daniel Gélan, alors pensez-vous que la communauté européenne, que vous venez d'en parler, doit faire face au cinéma américain ou faire quelque chose au moins pour sauver l'existence? On essaie, vous savez, mais il faut dire que le cinéma américain emploie sans pudeur un protectionnisme énorme. Le meilleur moyen de réussir en Amérique, c'est d'aller là-bas, de faire sa carrière là-bas, mais au bout de quelques temps, si vous réussissez là-bas, vous devenez un nouveau citoyen américain. Alors c'est un cercle vicieux, vous n'en sortez pas. Mais il faudrait trouver des sujets qui ne se passent qu'en Europe, et ne pas dépendre des Américains. Mais malheureusement, ils sont là, et ils sont bien là, ils sont propriétaires des salles, ils sont propriétaires des circuits, et comme ils ont énormément de marché, ils vendent les films. Je parle là aussi bien à la télévision que dans les salles de cinéma, ils vendent des films qui sont au point de vue financier complètement amortis chez eux depuis longtemps. Par conséquent, pour un directeur d'une chaîne de télévision, les films américains sont complètement ce qu'on appelle commercialement amortis. Par conséquent, ça leur coûte pas cher. Alors c'est tout juste, ils les achètent pas au kilo. Alors c'est pourquoi nous voyons défiler sur nos écrans tellement de films qui se passent en Amérique, joués par des acteurs américains. Puis en plus, ils ont un sens formidable. En plus de leur puissance commerciale, ils ont un certain sens de l'imagination. Ils racontent des histoires un petit peu naïves, un petit peu bande dessinée. Mais c'est vrai qu'ils sont très puissants. Le meilleur moyen, c'est d'être nous-mêmes, d'être profondément allemand, profondément tchèque, profondément italien, espagnol, pour lutter contre ce film-là. Non pas essayer de les imiter, mais d'apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire, vous voyez cette capacité actuellement? Je ne la vois pas en ce moment se dessiner beaucoup, mais il faut vous dire que les films, quelquefois, les films français qui ont réussi en Amérique, ce sont des films qui justement sont typiquement français. C'est parce que à chaque fois qu'on a voulu singer les Américains, on les fait moins bien. Il faut faire des films français ou des films typiquement européens avec nos problèmes à nous Européens, et ça risque d'intéresser les Américains, étant donné que la plupart des Américains sont aussi originaires de souche européenne, parce qu'on pourrait les intéresser c'est une histoire d'imagination, une histoire d'audace, mais malheureusement l'argent est le roi, l'argent et le dollar surtout règnent partout. Alors je comprends très bien que certains metteurs en scène européens soient attirés par les sirènes d'Hollywood, parce que là-bas ils vont avoir beaucoup plus de moyens. Mais je crois qu'il faut leur raconter des histoires typiquement européennes. L'histoire de l'Europe est tellement riche, est tellement plus ancienne que l'histoire de l'Amérique, qu'on devrait pouvoir leur faire de très grands films, très beaux films à costume ou à non costume, mais qui sont non seulement l'histoire de l'Europe, mais l'histoire du monde. Il y a des sujets depuis la Renaissance et même avant la Renaissance, il y a des films à faire sur toute l'histoire européenne absolument fantastiques qui n'ont jamais été faits. Mes chers amis, nous sommes avec Daniel Gélan. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabbassi.com, Abbassi, A-2-B-A-S-I.
Monsieur Daniel Gélan, également, vous avez interprété le rôle de Shah d'Iran. La vérité, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, j'avais fait une émission qui passait le samedi soir sur la première chaîne. Et un jour, j'avais les cheveux tout gris, puis j'avais le nez assez fort, et on m'avait habillé en prince oriental. Et tout le monde m'a dit, mais on dirait le sosie du Shah, on me l'avait déjà dit. Et puis, je sais pas, quand les Américains ont cherché un acteur et un acteur français pour jouer le rôle du Shah, je crois qu'il avait été question au départ d'autres acteurs que moi. Il avait été question, je me souviens de Sami Frey, il avait été question de Omar Sharif, et puis finalement, c'est tombé sur moi. Alors, je me suis fait, pour pouvoir jouer ce rôle-là, c'était le rôle du Shah, mais à la fin de sa vie, au moment où il a eu tellement de problèmes avec la révolte des ayatollahs, et puis la façon dont il a été chassé du pouvoir et un petit peu promené un peu partout par les Américains, j'ai eu affaire par conséquent à un Shah d'Iran extrêmement émouvant, extrêmement pathétique, extrêmement digne d'une attitude vraiment impériale, absolument. Il était pendant toutes ces années-là, à mon avis, à la hauteur de la tragédie grecque. Enfin, il était très, très, très émouvant. Autant je l'avais trouvé peu émouvant lorsqu'il avait organisé cette espèce de grande fête extrêmement fastueuse de Persépolis qui avait choqué beaucoup de gens, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de misère là-bas. Mais là, nous avons eu affaire, du point de vue humain, à quelqu'un qui rejoignait quelque part les grands destins tragiques de l'histoire, du monde. Et bon, sa maladie qui, nous l'ignorions, était finalement beaucoup plus ancienne et qui s'est aggravée, je le suis parce que je connais des docteurs qui l'ont soigné. Mais il tenait sa place d'une façon tout à fait digne d'un très grand monarque. Je crois qu'il a été un peu surpris de cette espèce de révolte des chiites, qui, à mon avis, était perceptible quand même, parce que les chiites avaient tellement été diminués autrefois dans l'histoire de l'Iran. Je connais un peu l'histoire de l'Iran. C'est que les chiites ils se sont trouvés finalement dans un état de revanche. Ils ont été méprisés pendant des années, des siècles même. Et là, ils ont eu l'occasion de revenir. Et est-ce qu'il y a eu des pays étrangers qui les ont aidés? Est-ce que cette force religieuse, ce fanatisme, tout ça a été bien entretenu? Toujours est-il qu'il a mis le Shah d'Iran, qui pourtant n'était pas au début d'origine naturelle royale. Il était simplement le fils de son père, mais il avait été élevé d'une façon tout à fait princière, avec toute l'éducation, l'intelligence, toutes les qualités de roi. Et ça a été pour moi très émouvant d'incarner le rôle d'un personnage que j'aurais pu rencontrer, puisque j'étais devenu un ami personnel de sa sœur jumelle, Ashraf, que je connaissais très bien, que je tutoyais, et qui depuis en plus a épousé un ami à moi qui s'appelait Mehdi Boucheri. Par conséquent, je connaissais bien le personnage. Bon, je me suis renseigné pour me faire projeter des bandes d'actualité, des cassettes, et je me suis aperçu qu'il parlait un anglais oxfordien, un magnifique anglais, et un français qu'il avait dû apprendre avec un très bon professeur français, peut-être même dans les grands collèges suisses, j'en sais rien. Enfin, il parlait les langues étrangères d'une façon tout à fait délicate et précieuse. Et la difficulté que j'ai eue lorsque les Américains m'ont confié ce personnage-là, c'est qu'on lui faisait parler non pas de l'anglais, mais de l'américain. Et quel américain? C'était presque l'américain qu'emploie John Wayne dans les... Alors moi, je veux bien... J'ai entendu des cassettes, le Shah ne parlait pas cet anglais-là, il parlait un anglais diplomate, l'anglais qu'emploient les grands ambassadeurs, les grands rois qui ont eu des grandes cultures. Et les Américains m'ont dit, mais si vous parlez cet anglais admirable, vous ne serez pas compris par les spectateurs du Connecticut. Alors il a fallu que je fasse un arrangement, si vous voulez, pour pouvoir de temps en temps m'exprimer comme un roi s'exprime, et un roi ayant été très admirablement formé à la langue, et en même temps un peu populaire de façon à être effectivement compris. C'était là qu'a consisté l'effort pour jouer mon rôle. Ça a été de parler un anglais un peu bâtard, tout en restant quand même avec la dignité et l'élégance, que de me demander non seulement son titre de roi, mais en même temps son état physique qui était très très douloureux. Alors ça a été un personnage finalement duquel je me suis senti vraiment très proche du roi.
D'ailleurs, à un moment donné, j'ai reçu une lettre de membres de sa famille une lettre très émouvante. D'ailleurs, n'étant pas du tout d'accord avec le déroulement de l'actualité dans ce film américain, qui ne disait pas la vérité. Parce que les Américains, à mon avis, n'ont pas eu un très très joli rôle dans cette histoire-là de la fin du Shah. Et ça, dans le film, on ne le dit pas. Mais moi, j'avais lu des livres et je savais que le roi, le Shah, on aurait pu prolonger sa vie s'il avait été mieux soigné. Mais il y a eu de mauvaises volontés de ce côté-là. C'est très intéressant, monsieur Daniel Jelan, de parler de maladie du Shah, c'est vrai, puisque comme nous avons appris après, surtout il y a une polémique sur cette maladie, et vous, puisque vous avez fait une étude, on peut dire, pour jouer, interpréter le rôle de Shah d'Iran, vous ne pensez pas que la maladie de Shah d'Iran a fait peur aux Américains, aux Anglais, pour remplacer rapidement quelqu'un d'autre à la tête du pays? Ça, vous rentrez dans des domaines politiques extrêmement délicats, mystérieux, inconnus, et ça, je ne veux pas me permettre de rentrer là-dedans, j'ai mon idée. Je pense que si je ne peux pas affirmer qu'on a abrégé la vie du Shah. Il a été soigné, quelquefois même très très bien soigné, mais enfin, on l'a vraiment transbahuté d'un endroit à un autre. Et même on l'a empêché de rentrer aux États-Unis. Oui, mais ça, il faut pas oublier qu'il y avait le problème des otages américains, que les otages américains étaient là-bas et que par conséquent, il fallait les récupérer à n'importe quel prix, et qu'il y avait de ce côté-là, pour pouvoir libérer les Américains, il fallait faire plaisir aux ayatollahs et faire plaisir pour faire plaisir aux ayatollahs, il fallait complètement abréger la vie du Shah. C'était un espèce de chantage absolument monstrueux qui, je vous dis, rejoint quelque part la véritable tragédie grecque. C'est évident que les ayatollahs ont fait du chantage sur la vie du roi, c'est certain. Et les Américains, pour pouvoir récupérer, eux qui sont tellement susceptibles lorsqu'ils sont vaincus, là ils ont été vaincus, ils ont été un petit peu même ridiculisés, pour pouvoir récupérer leurs otages, eux qui se croient souvent facilement les maîtres du monde, là pour pouvoir récupérer leur dignité, leur orgueil, qui se sont par contre conduits, à mon avis, d'une façon parfaitement indigne. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle la diplomatie. Mais ça, c'est tellement spécial. C'est vrai, puisque vous êtes bien placé également, comme vous m'avez dit, vous êtes attiré par le journalisme, métier de journalisme, en même temps qu'acteur, écrivain, poète. Monsieur Daniel Jelan, c'est vrai, dans le politique également, surtout, est-ce que vous vous rappelez de conférence de Guadeloupe qui était faite juste quelques mois avant de la révolution islamique en Iran? Dans cette conférence, c'est comme G7 d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était G5. Là, une des questions qui était abordée, c'était le problème d'Iran et le problème d'être remplacé par Khomeini. Et surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, concernant l'aide d'étrangers, l'aide internationale pour que les ayatollahs prennent le pouvoir en Iran, au moment que vous étiez en train d'étudier le caractère et les attitudes de Shah d'Iran, est-ce que vous avez aperçu quelque chose dans ce genre-là? Non, je vois pas très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire une aide internationale pour que les ayatollahs prennent le pouvoir après le Shah d'Iran, pas les autres mouvements politiques. Parce que vous savez, il y avait beaucoup de mouvements politiques. Je sais bien, j'ai assisté à tout ça. Je me souviens quand le Shah était en plein pouvoir et en pleine possession, il y avait déjà, même dans les provinces françaises, j'ai vu écrit sur les murs de Aix-en-Provence, pour ne pas aller plus loin, sur les murs des étudiants iraniens pro-ayatollah, pro-communistes, qui écrivaient des graffitis contre le Shah. Et on se demandait vraiment un peu pourquoi, parce que le Shah avait fait beaucoup de choses. Le Shah avait fait des choses absolument fantastiques. Le fait que l'éducation, je me souviens même, j'ai encore dans mémoire les photographies des officiers de l'armée du Shah qui au tableau noir, faisaient l'éducation des paysans. Je me rappelle de ça dans les villages les plus reculés de l'Iran. Vous voyez des officiers faire l'éducation des enfants de paysans. Je me souviens de ça. C'était une réforme très importante. Non, mais c'est une histoire tellement délicate, tellement interne à l'Iran lui-même, avec ces vieilles revanches des chiites qui avaient été méprisés
mis à l'écart pendant de longues années, et ça a coïncidé, bon, tout ça, il y a eu la maladie, il y a eu le fait que peut-être aussi qu'il n'était pas véritablement un être de sang royal, puisque son père s'est institué roi, mais il ne l'était pas, il n'était pas de descendance sanguine complètement royale. Peut-être que ça aussi, ça a aidé un petit peu. Et puis sa propre maladie l'a peut-être pas permis d'avoir les alliés qu'il fallait aussi. Non, l'Amérique a joué un drôle de rôle, et comme d'habitude, la diplomatie, il s'agit d'être bien avec celui qui est le plus fort. Et comme le chat était en état de faiblesse, moi, c'est ce que j'ai incarné. J'ai incarné un pauvre homme qui quittait son palais et qu'on trimballait de pays en pays, comme ça. Et même, je crois savoir qu'il est mort au Caire. Et là, il y a eu, du point de vue médical, un véritable scandale. On l'a envoyé là-bas sans les médicaments nécessaires. Il a été très mal soigné. Ça a été écrit dans le livre anglais que j'ai lu. Évidemment, tous ces passages-là ne sont pas dans le film. Moi, je sais que... Et pourtant, le président Carter n'était pas un président agressif. D'autres que lui auraient été beaucoup plus agressifs, mais Carter était un homme humain, mais c'était pour le bien croyait-il, de son État. Donc tout ça a rejoint un marasme, mais ça nous a beaucoup indignés, nous en France. Il parlait français, et Ashraf vivait en France, nous étions très près de ces Iraniens. Moi j'avais même des copains iraniens quand j'étais jeune à l'école, et subitement quand on a vu ce personnage d'Ayatollah, on a eu l'impression de faire un retour vers le Moyen-Âge. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en ce moment dans tous les pays où l'islam prend trop d'importance. On a l'impression d'un très grand retour en arrière. Monsieur Daniel Gélan, alors comme vous venez de dire, vous pensez en même temps que les Américains, ils ont empêché le Shah d'y aller aux États-Unis. En même temps, ils ont empêché d'arrivage de médamedicaments des États-Unis vers vous savez, ça c'est des trucs que j'ai lus dans des bouquins. Hein. Oui, ça c'est une polémique assez importante. C'était plus que des médicaments. Oui. Parce que comme il avait une infection corporelle, il aurait fallu garder ce qu'on appelle des mèches, vous savez, pour que l'infection soit irriguée. Et je pense qu'on l'a fait partir au Caire sans mèche. Si bien que le mal est resté interne, le mal n'a pas pu s'évacuer, mais ça c'était volontaire. Ça ressemble vraiment à un assassinat. Enfin, je vous parle prudemment d'un livre anglais que j'ai lu, que l'actrice qui joue le rôle de Farah Diba m'avait demandé de lire, et je me suis aperçu qu'effectivement les Américains avaient été très, très cruels dans cette affaire-là. Parce que comme vous savez, quand il était proche des États-Unis, quand il a quitté l'Égypte, même il y avait quelques plans pour l'assassinat du Shah d'Iran. Puisque même les ayatollahs, ils ont proposé aux Américains, s'ils vont finir rapidement l'histoire des otages, il faut qu'ils s'en débarrassent de Shah d'Iran. Ça, c'est des gens qui ne faisaient pas facilement de la diplomatie. Mais par contre, moi j'ai une scène que je crois historique, une scène que j'ai tournée à Toronto, parce qu'on a tourné la plupart des scènes, à part les scènes qu'on a tournées en France et en Crète, on les a tournées il n'était pas question de tourner en Iran, évidemment. On a tourné beaucoup de scènes à Toronto. Et je me souviens dans une scène, j'avais une scène où un de mes ministres, des ministres du Shah, lui expliquait que Khomeini se trouvait à Naufle-le-Château, et que là, il enregistrait cassette sur cassette, faisant une propagande anti-Shah virulente. Je crois que le Shah ne se doutait pas de l'importance énorme que ces petites cassettes de rien du tout, qu'on pouvait transporter en avion et réenregistrer et faire tirer à plusieurs milliers d'exemplaires à travers tout l'Iran, ne se rendait pas compte du danger des espèces de propagande incroyables que le Shah faisait, que le Khomeini faisait dans la petite maison de Naufle-le-Château. Et de toute façon, quand ce ministre-là lui a fait comprendre qu'on pouvait très bien arrêter ça par un moyen extrêmement simple, étant donné que la garde de Khomeini en France n'était pas énorme, on aurait pu très facilement supprimer tout simplement Khomeini, et le Shah a dit, ça c'est une phrase historique, je me souviens encore de l'avoir joué, je ne veux pas qu'aux yeux du monde être responsable de la mort de n'importe quel ayatollah. Et ça c'est une phrase d'une très grande dignité, d'un grand humanisme.
mais dont les communistes n'avaient que faire. C'est-à-dire la proposition dans le film que vous l'interprétez, M. Daniel Gélan, comme Shah, alors comme Shah d'Iran, c'est un de vos ministres, il vous propose d'éliminer. C'était un ministre, oui, il avait un nom spécial, ça a été joué par un acteur américain, mais c'était un personnage historique qui a existé certainement. Vous savez, il faut faire attention parce que ça a été un scénario basé sur des faits exacts, mais à la sauce américaine. À la sauce américaine, et en plus par un public pas tellement averti des choses orientales, comme les paysans du Connecticut. Vous savez, c'était vraiment pour le bon public. Alors tout ça a été extrêmement simplifié. Mais cette phrase, elle était historique, elle était exacte. Et c'est vrai qu'un des ministres, peut-être même le chef de la police personnelle du Shah, ou un des nombreux de la police, lui a fait comprendre qu'on pourrait très bien supprimer Khomeini, qu'il était en train de faire du mal et en train de le condamner à mort avec sa propagande. Et cette phrase de clémence, de très grande clémence du Shah, je suis persuadé qu'elle est exacte. Radio Ici et Maintenant, 95 FM, et bien sûr sur l'internet ici-et-maintenant.com, mes chers amis. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabbassi.com, Abbassi, A2B, A-S-I.